Euh, alors, je vous remercie d'être venues aussi nombreuses pour cette intervention. Je remercie Professionnel pour l'organisation de cette conférence sur l'IA. Donc, vous allez en savoir un peu plus sur s'approprier l'IA pour accélérer votre carrière professionnelle. Euh, donc, moi, enfin, je suis venu avec une experte qui s'appelle. Je m'appelle Émeraude Pouilleul. Je suis la dirigeante. Ça va? Ouais, le son. Je suis la dirigeante de l'organisme de formation spécialiste des réseaux sociaux depuis 11 ans et spécialiste de l'intelligence artificielle depuis 4 ans, depuis que l'IA a connu cette émergence à titre, on va dire, domestique. Donc, en fait, on a des usages IA. Donc, on est installé sur Lille, Paris et Bordeaux. Merci beaucoup, Émeraude. Donc, pour ma part, moi, je suis Frédéric Varembourg et je travaille à la Chambre de commerce de Lille sur la thématique du digital. Je ne sais pas si vous voyez le beffroi à côté de l'Opéra, enfin, super bâtiment, mais c'est là. Donc, aujourd'hui, on va parler d'IA. Je Émeraude. voulais savoir du coup, on va faire un petit sondage. Qui parmi vous utilise ChatGPT? Il y a 4 ans, ça n'existait pas. Qui utilise la version payante? Mhm. Qui a déjà créé un agent IA? Quand même, c'est bien. Eh ben, c'est tout l'enjeu de la conférence de maintenant, de voir comment les femmes, on va voir pourquoi c'est un sujet, pourquoi les femmes doivent s'approprier l'IA et pas que ChatGPT et pas que les IA génératives, hein, parce que ce n'est pas là où se cache l'employabilité, ce n'est pas que dans le prompt. On va détailler ça ensemble. Alors, l'IA, pour certains, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est quel film? Ok, donc comment s'appelle l'IA dans Terminator? Ouais, et Skynet, elle n'est pas gentille, elle veut détruire le monde. Donc en fait, le cinéma nous a apporté une approche dystopique de l'intelligence artificielle. James Cameron, il a dit il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit en 84, l'IA, c'est dangereux. Bon, là, on est sur une IA, ce qu'on appelle une IA forte. Donc c'est une IA forte, elle a une capacité à discerner et à prendre des décisions. Actuellement, nous sommes sur des IA faibles, donc on a encore un petit peu de temps avant que Skynet veuille détruire la planète. Là, c'est quel film? Qui l'a vu? Vous l'avez pas vu? Oui, mais est-ce que vous avez vu le film? D'accord, c'était bien. Donc, Chien 51, l'histoire se passe en 2045, donc je ne vais pas spoiler, mais on est aussi sur une IA qui dérive un peu. Donc, je vous invite quand même à aller le voir parce que pour la réflexion, c'est assez intéressant. Ouais, j'adore le cinéma. Ici, c'est quel film? Ouais. Heure. Vous l'avez vu? Alors, ce qui est intéressant dans Heure, en fait, c'est que Joaquin Phoenix, il est amoureux d'une IA. Et donc, ça prend la forme d'un smartphone. Il discute avec elle. Et à un moment, il y a un petit bug de l'IA. Il s'aperçoit qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Il dit, mais tu parles à combien de personnes en même temps? Elle dit, bah, à peu près 5000. Et tu es amoureuse de combien de personnes en même temps? Je sais pas, 350. En fait, à travers cette anecdote, ça montre que l'IA a une capacité à traiter une information en volume et en temps réel. Et ça, vous le voyez quand vous utilisez ChatGPT, la vitesse de production de ce qui est proposé par ChatGPT est hallucinant. C'est étonnant. En fait, on est dans le prolongement et dans l'accélération des technologies de l'information. Donc, il n'y a pas d'IA sans data. Les data, c'est vous qui les nourrissez de manière volontaire ou involontaire en utilisant des applications, en répondant en enrichissant en fait les conversations que vous pouvez avoir avec Siri, Alexa ou autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que plus vous allez nourrir une IA par rapport à votre métier, vos demandes, plus elle va vous répondre de manière précise sur votre activité, votre sujet. Donc dans les typologies d'IA, les principales, on a l'IA conversationnelle. Donc l'IA conversationnelle, c'est Alexa, Siri, ou ChatGPT aussi, ou Google Voice. Voilà, j'ai dit Siri. Donc Siri, c'était créé par un Français, enfin co-créé par un Français qui s'appelle Luc Julia dans la Silicon Valley. Et donc on le voit souvent en France ou à l'étranger. Il fait des conférences sur l'IA. Et en fait, son outil fonctionnait tellement bien que Apple en voulait absolument.
Et eux, ils ne voulaient pas vendre la société. Et après beaucoup de négociations, d'allers-retours, ils l'ont vendu 300 millions de dollars à Apple. Donc dans les IA conversationnelles, bah oui, vous avez Alexa, vous avez Google Voice. Et donc à chaque fois que vous allez discuter avec, faire des requêtes, vous allez l'enrichir. L'IA prédictive. L'IA prédictive, je pense que ça va, à part si vous êtes dans l'industrie, ça va moins vous concerner. Mais l'IA prédictive, je vais vous donner un exemple, et c'est des sociétés de la région qui font ça, comme Diagrams. Vous allez mettre des capteurs acoustiques à côté d'une machine, et en fait, vous allez voir avec les variations de son qu'une bande passante ou un outil une pièce va casser prochainement. Et donc là, vous allez pouvoir anticiper le remplacement de la machine, de la pièce, et réduire le temps d'immobilisation de la machine. Donc en industrie, ça peut être utilisé en matière de productivité. L'IA prédictive, c'est aussi, il y avait une IA qui avait été proposée dans la région, où on va prendre beaucoup d'informations sur l'environnement extérieur, la météo, l'organisation d'un événement, pour pouvoir anticiper en fait le taux de remplissage dans les commerces ou dans les restaurants. Imaginons, bah voilà, c'est le cas, Bruce Springsteen, il est venu au stade Pierre-Mauroy. En même temps, il y avait la marche des fiertés. Donc, vous avez une population c'est énorme, et plus une météo qui est clémente. Donc, ça présage un remplissage des terrasses ou des cafés à un taux quasiment maximal. Donc, le restaurateur, lui, peut dire, bah, je vais prendre en fait des commis en plus. Et après, bah, là, enfin, vous avez l'IA générative, et c'est celle que vous utilisez quotidiennement. L'IA générative, elle est là pour produire du contenu. Alors, qu'est-ce que le contenu? Le contenu, c'est du texte, c'est de l'audio, c'est de l'image, et c'est du son. L'IA générative, elle est arrivée à un niveau où si vous, je parlais un petit peu de prompt, mais si vous mettez bien vous configurez votre prompt de la manière la plus précise, en mettant le contexte, en mettant le ton que vous souhaitez, en précisant quel métier vous faites, vous allez avoir des résultats professionnels et qui vont correspondre à ce que vous voulez. En fait, plus le prompt il est précis, plus votre réponse elle sera adaptée à votre demande. Et si vous ne savez pas faire le prompt, vous pouvez carrément demander à ChatGPT, fais-moi un prompt pour répondre à un appel d'offres. On devient un peu méta. Oui. Alors là, du sondage, vous avez dépassé, je pense, les 86% des Français qui utilisent l'IA, donc vous êtes vraiment bien avancé. On a donc 86% des Français qui utilisent l'IA générative. On a 45% de nombre d'utilisateurs français qui utilisent les IA en 2025 contre 32 en 2024. Donc on a un taux de progression qui est assez important. À travers ce tableau, la question c'est de dire est-ce que je prends le train maintenant ou pas? Bah, oui, il faut prendre le train maintenant parce qu'en fait, même si on est un peu frileux par rapport à des questions écologiques, éthiques, droit d'auteur ou autre, il faut quand même s'approprier l'outil parce qu'on ne reviendra pas en arrière en fait. C'est un peu comme avec le début d'internet, il y avait des personnes qui étaient frileuses. À un moment, c'est le sens de l'histoire. Donc vous êtes là, ça en témoigne que vous avez une curiosité vis-à-vis de l'outil. Alors là, on voit en fait la capacité créative de l'IA. À un moment donné, ça va dépasser tout ce que vous pouvez attendre. On est sur des IA qui sont quand même arrivés à un niveau où on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est proposé par une vidéo et ce qui était créé par l'IA. Il y a même des concours qui sont organisés en ce moment pour savoir le prix de la meilleure photo IA. Et il y a des débats en se disant, ceux qui sont dans le domaine de la photo, une photographie qui a été faite avec une IA, avec un super prompt, est-ce que c'est considéré comme une photographie? Donc voilà, pareil pour les films. À un moment, voilà, il faudra bah, considérer qu'en fait, le cinéma, la photographie, va avoir d'autres biais pour créer le même résultat ou créer des résultats encore plus créatifs. Donc à droite, il y avait en fait ce qui était réel et ce qui était artificiel. La limite, enfin la différence, elle est vraiment minime. Donc dans le panorama des outils IA, il y a
entre 55 000 et 60 000 IA. Il y a une plateforme qui s'appelle Hugging Face. Vous pouvez regarder et il y a vraiment énormément d'IA. Donc, dans les plus connus, vous avez ChatGPT. En fait, l'IA, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait depuis Turing pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a évolué. Il y avait Deep Blue qui avait battu Kasparov aux échecs. Il y avait AlphaGo de DeepMind, Google DeepMind qui avait battu les personnes au jeu de Go. Mais ça s'est vraiment vulgarisé à partir de novembre 2022, quand ChatGPT 3 mais qui est sorti. Et là, on a vu, waouh, c'était hyper étonnant. Donc, ChatGPT, c'est OpenAI, c'est Salman Khan, c'est une fondation à la base. Donc, ils ont lancé ChatGPT. Après, ils ont lancé DALL-E pour les images et Sora pour les vidéos. Janvier 2023, Google dit, ouais, bon, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont lancé Bard. Et Bard est devenu Gemini. Bard, en fait, la différence, c'est qu'il était plus puissant à ce moment-là parce qu'il était connecté à Internet en temps réel. ChatGPT, en 2023, il avait des données qui allaient jusque 2021. Donc, on ne pouvait pas avoir des informations d'actualité. Google, il est, voilà, c'est super avancé. Il travaille, la nouvelle version de Gemini, elle est assez puissante. Et il a une suite qui s'appelle aussi Google AI Studio, où vous pouvez faire des images et aussi des vidéos avec VO3 et Nano Banana. Copilot, c'est l'IA de Microsoft. C'est intéressant dans le monde de l'entreprise parce qu'on a souvent des suites Microsoft et on peut interconnecter Copilot avec la suite Office. Alors, c'est pas encore hyper ergonomique, mais moi, ce que j'attends, par exemple, personnellement, comme on accompagne les entreprises, c'est de pouvoir dire à Copilot, fais-moi un business plan pour un magasin de décoration. Et là, il va pouvoir faire l'Excel, faire le contenu, le PowerPoint, et après, on va à la banque et on présente le projet. Perplexity. Qui utilise Perplexity? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, j'adore Perplexity. C'est Google, c'est un moteur de recherche. Perplexity, c'est un moteur de réponse. Maintenant, toutes mes recherches, je les fais dans Perplexity. Ça a été créé par un Indien aux États-Unis. Perplexity veut concurrencer Google et il a lancé Comet. Comet, c'est un navigateur, ça va révolutionner la façon de naviguer sur Internet. Donc il y a aussi une bataille sur ça dans les acteurs, parce que récemment, ChatGPT a lancé Atlas. Donc il va y avoir en fait du mouvement dans votre façon de naviguer sur Internet, parce que ces acteurs-là lancent des navigateurs. Donc Perplexity, vous faites une recherche, bah là c'est au moment de Noël, je veux acheter une télé à mes parents parce que je les adore et tout. J'ai un budget entre 500 et 800 euros. Fais-moi un tableau comparatif et il va mettre les liens directement. ChatGPT ne les faisait pas au démarrage, maintenant il les fait. Mais là, Perplexity, vous le mettez, il vous met le lien et après vous cliquez, vous arrivez sur le lien. En fait, Perplexity cite les sources. Mistral, c'est l'IA française, c'est Arthur Mensch. Et avec deux collaborateurs, des anciens collaborateurs de Google et de Facebook. Elle est gratuite pour si vous êtes abonné Free Mobile pendant 1 an. Donc vous allez dans la plateforme, dans l'espace abonné Free Mobile, vous pouvez accéder à Mistral. Alors on dit une IA française, mais derrière, Microsoft a mis énormément de capitaux dedans. Donc tout l'enjeu pour les pays européens, c'est d'avoir une IA souveraine pour la sauvegarde des données et que ça reste en fait dans le territoire européen, parce que tout ce que vous allez mettre sur l'IA, ça va être enregistré, ça va être gardé. Et donc, dans un contexte géopolitique assez, assez mouvant, l'Union européenne devrait pouvoir soutenir la création d'une IA souveraine. Gamma, on va en parler après, ça génère des présentations. DeepSeek, c'est l'IA chinoise qui est très puissante. Elle a marqué les esprits parce qu'il a fallu seulement 50 millions de dollars pour la créer. Elle est intéressante à utiliser. Pareil, mais c'est une IA chinoise. Qu'est-ce qui va se passer des informations que vous allez mettre dedans? NotebookLM. Qui connaît NotebookLM? Ok, bon, bah alors, les autres, vous ne serez pas venus pour rien. Mais NotebookLM, c'est Google. C'est un super outil. Quand vous avez des PDF qui sont super lourds, avec entre 50, 100 ou 200 pages, vous travaillez, nous, on a un travail qui est assez administratif. Vous créez des dossiers, vous mettez tous les PDF dedans et vous lui posez des questions et il va aller chercher la réponse dans le PDF. Par exemple, à la Chambre de commerce, on accompagne les entreprises.
mais certains codes NAF. Et ben, hop, je vais taper code NAF Intel, est-ce qu'il est éligible? Et ça m'évite d'aller rechercher dans tout le PDF. Et plus vous êtes dans des travaux, enfin dans des métiers où il y a énormément d'informations, de conditions générales, bah, des choses qui sont illisibles parce que tellement ils sont volumineuses. Notebook LM, c'est votre outil. Et Grok, vous connaissez Grok? Ouais, donc Grok, c'est l'AI de Elon Musk. Et donc, ça, Elon Musk, bon, il veut être sur la liberté d'expression. Donc, du coup, il y a zéro limite sur Grok. Vous allez le respect de l'individu, le respect des droits humains. Enfin, il va proposer des choses qui sont pas modérées. Parce qu'en fait, les autres IA sont modérées. Derrière le côté IA où on utilise et c'est sympathique, il faut s'imaginer qu'au Kenya, il y a des personnes qui sont payées 4 $, je ne sais plus l'heure, enfin très peu, pour après vérifier les contenus et les modérer. Et quelquefois, c'est des contenus violents ou enfin, qui peuvent heurter la sensibilité. Alors là, vous avez une démo de Napkin. Napkin, vous mettez en fait un contenu. Bah là, c'était soit vous uploadez un contenu, ou soit en fait vous lui dites je veux bah là l'IA au service des femmes. Le contenu il est assez volumineux. Vous cliquez sur le petit éclair et après Napkin va vous transformer ça en un graphisme, un graphique que vous pourrez changer, changer de couleur ou autre. Donc là, par exemple, vous voulez à votre hiérarchie ou en présentation euh, d'un prochain projet, bah, vous voulez illustrer, parce qu'un schéma, ça illustre bien, vous utilisez Napkin et il va vous transformer ça en schéma. Gamma, j'en ai parlé tout à l'heure. On intervient ici avec Emma. Bon, Émeraude. Émeraude, pardon. On aurait pu utiliser Gamma. On dit voilà, s'approprier là pour accélérer sa réussite professionnelle. Donc vous mettez soit vous coupez coller du texte, ou soit vous mettez un sujet et c'est une IA. Il va créer en fait le plan et après il va créer les slides. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Et là, vous voyez les slides. Il y a un thème, mais vous pouvez changer les thèmes. Vous pouvez importer le thème de votre société. Il va mettre aussi des images et tout va être bien harmonisé parce qu'en fait, un PowerPoint, on peut passer du temps à bien configurer la mise en page. Et là, c'est quand même assez hallucinant. Ça s'appelle Gamma. Alors, vous imaginez, votre chef vous dit, vous devez intervenir dans 5 minutes sur tel sujet. Hop, voilà. Et quand on le fait en conférence, en général, les personnes sont assez hallucinées. Et Gamma crée des documents, une plaquette commerciale ou autre, et aussi des sites internet. Donc vous êtes en démarrage de société, vous n'avez pas trop de budget, vous voulez un petit site parce qu'il faut être visible, vous allez sur Gamma. Lovable fait aussi des sites internet, Google AI Studio aussi. Donc voilà, là il a fait ça c'est la version gratuite. Il a fait les 10 slides, hein. Dans la version payante, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Voilà, il n'y a plus d'excuses hein, pour faire, pour faire des présentations. Et enfin, pour la dernière démo, mindmap.ai, donc ça vous crée en fait des cartes mentales. Là, dans ce qui avait été proposé, c'était crée-moi un événement pour le lancement de mon activité de décoration d'intérieur. Donc là, il calcule. Vous voulez faire un événement, vous n'êtes pas obligé de faire un document Word de 15-20 pages. C'est juste en fait avoir une vision globale de votre événement et ça devient un peu votre plan d'action sur lequel vous pourrez cocher les tâches au fur et à mesure. Donc maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, les compétences qu'on n'avait pas forcément avant, on peut les demander à l'IA. Par contre, pour relire, il vaut mieux être expert de son sujet. Vous ne pouvez pas vous improviser expert du droit ou de la médecine, mais ça devient un outil qui va vous aider. Donc c'est un assistant et
ça vous aussi, ça dissipe l'angoisse de la page blanche. Vous partez de zéro, vous utilisez les IA qui ont été présentées. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Emeraude qui va aller en profondeur sur, sur le sujet. Il va y avoir d'autres outils, en fait, par rapport à des cas critiques que vous rencontrez dans vos différents métiers. Mais parlons peut-être concrètement d'une chose. C'est ça le souci. 88% des données qui ont été générées, créées dans les IA aujourd'hui, on est en 2025, hein. Selon Jessica Hoffman, qui est chercheuse dans les laboratoires de Google, 88% des données ont été générées par des hommes. Donc, il ne faut pas s'étonner des résultats aussi qui sont biaisés, autant par des biais culturels, éthiques. Donc, malheureusement, quand vous demandez à une IA un patron, il est forcément un homme blanc. Quand vous demandez une femme, sans prompt, hein, sans forcément détailler, elle sera sexualisée. Et si, voilà, donc il y a énormément de biais avec les IA. Donc, à nous de nous réapproprier les récits, à nous d'utiliser les IA, mais pas que pour prompter. Prompter, c'est le niveau 1. Prompter, c'était la compétence dont on avait besoin il y a 3 ans. Aujourd'hui, si on veut améliorer notre employabilité, si on veut améliorer nos compétences, il faut les mettre au service de l'automatisation, des agents intelligents, des workflows, ces fameuses agrégations de contenu pour créer des tunnels. Il faut penser à vos usages métiers. Moi, voilà, dans les RH, voilà ma situation critique. Dans la communication, c'est là où je perds énormément de temps. En marketing, voilà en quoi l'IA pourrait m'être utile. C'est ça la vraie compétence de 2026 qu'on attend de nous. Et des scénarios de valeur. Voilà, on peut combiner par exemple plusieurs IA pour qu'elles aboutissent à une tâche qui résout quelque chose de très chronophage. Donc, prompter, c'est le niveau 1, mais on ne se contente pas de ça, s'il vous plaît, mesdames. Être architecte, c'est le niveau 10. Alors, il y a plein de niveaux entre les deux, mais arrêtons de prompter. On mérite mieux que ça. Donc, toutes ces compétences, elles vont vous nourrir pour changer de carrière. Il y a des métiers qui n'existent pas. Et grâce à l'IA, ça va être un peu le renouveau de nos carrières. Donc, il faut savoir driver, surfer dessus pour challenger un petit peu notre employabilité. Et puis, alléger notre charge mentale, n'est-ce pas? Parce que l'IA peut nous être utile aussi pour notre vie perso. Donc là, je vous donne 3 bonnes pratiques très concrètes qui, moi, me servent tous les jours. Et je vais vous en donner 6 autres par rapport à des métiers, parce qu'on n'a pas tous les mêmes métiers, donc on n'a pas les mêmes usages au niveau de l'IA. Donc moi, ce qui a accéléré un petit peu ma vision, c'est Perplexity, justement. On va y aller crescendo. Perplexity, c'est vraiment le niveau 1. Première chose, quand on est une femme professionnelle, que l'on soit entrepreneuse ou salariée, peu importe, on doit maîtriser son e-réputation. Hier, si vous avez assisté aux conférences, elles étaient géniales. Vous aviez le thème des réseaux sociaux, comment maîtriser son LinkedIn. Super. Aujourd'hui, un recruteur, un chasseur de tête ou même vos clients ne vont pas que vous googliser. Désormais, la moitié des recherches sont faites sur les IA. Donc, première chose, premier exercice, vous pouvez même le faire en live. Je vous invite à aller sur Perplexity sur votre téléphone portable. Et vous allez noter, vous allez demander à Perplexity qui est, ou peux-tu me dire qui est, vous mettez votre prénom et votre nom. Il ne faut pas que se googliser, il faut aussi se iatiser. Donc là, je vous demande de vous perplexiter et de savoir quelle est votre valeur perçue. Valeur perçue pas par les gens, mais la valeur perçue que vous donnez à croire, à voir sur les IA. C'est très important de reprendre en main son e-réputation. Les réputations, ça peut être un jugement, c'est un jugement moral. C'est vrai, c'est faux, c'est juste, c'est injuste, peu importe. C'est toutes les traces que vous laissez sur Internet. Donc, si les images que vous voyez lorsque vous vous perplexitez et que ces images sont un peu anciennes, sont un peu datées, que les informations qu'ils vous donnent ne sont pas les bonnes, eh bien, c'est qu'il n'y a pas assez de traces numériques autour de vous.
Donc, si vous avez un contenu qui n'est pas du tout en phase avec vous, rassurez-vous, ben voilà, vous pouvez flasher le QR code et je vous donnerai le support, je vous expliquerai comment et ce sera cliquable. Donc voilà, connaître votre valeur perçue avec Perplexity, très intéressant. Donc là, ça va vous donner un signal. Est-ce que vous avez une bonne e-réputation ou est-ce qu'elle est perfectible? Donc là, je vous encourage, je vous conseille de créer des nouvelles traces numériques, mais pour vous approprier votre propre récit, pour ne pas subir votre réputation, mais pour la créer de toutes pièces. Donc là, il va falloir nourrir une newsletter, nourrir un blog. Tout le monde dit que le blog est mort, mais non, en fait. Il gagne un renouveau grâce aux IA. Remettre à jour ses réseaux sociaux. Hyper important. Sinon, on subit notre image et on ne la choisit pas. Donc, vous voyez, comme l'a dit Frédéric, c'est sourcé. Donc, vous voyez d'où viennent les sources de réflexion de l'IA. Donc ça, première étape. Deuxième étape, j'ai automatisé l'intégralité de tous mes calls, toutes mes visios. Avant Covid, on avait une visio par-ci, une visio par-là. Depuis Covid, et c'est resté en fait une sorte de nouveau standard, quasiment 100% de mes rendez-vous sont en visio. C'est un peu triste, mais bon, c'est la réalité. On a une trentaine de rendez-vous par mois en visio. À chaque fois, c'est une demi-heure à 1 heure de visio. Des fois, je ne me rappelle plus ce que l'on s'est dit. C'est normal, on est faillible. L'IA, par contre, moi, je vous encourage. Alors, vous avez des versions gratuites, mais les versions gratuites, malheureusement, c'est le minimum, c'est le strict minimum. Il y a des IA payantes qui sont vraiment géniales. Et le meilleur rapport qualité-prix du marché, pour moi, c'est TLDV. TLDV me permet d'avoir l'historique de l'intégralité de toutes mes visios. Il va se connecter avec Google Meet ou avec n'importe quel outil. Il va me retranscrire en texte l'intégralité du contenu. Et pas que, il va m'écrire le rapport avec les zones chaudes, tout ce qu'on s'est dit d'important. Donc, comment vas-tu, etc. C'est squeezé. Par contre, tous les éléments extrêmement importants, par exemple, donne-moi les chiffres de 2026, la projection, alors là, il saura carrément faire le rapport. Ce rapport est envoyé dans la seconde à tous les participants, à moi, mais aussi à mes interlocuteurs. Vous avez aussi une timeline avec une sorte de chapitrage parfaitement adapté qui vous spécifie à quel endroit vous avez parlé de ce sujet. Vous avez même une barre de recherche, comme une sorte de Google, de toutes vos conversations. Et vous pouvez, par exemple, mettre un sujet extrêmement complexe, intelligence artificielle Perplexity, par exemple. Et ben, ça va me reprendre l'intégralité de toutes mes conversations où j'ai utilisé ces mots. Et si vous regardez en détail, quand vous voyez français, bah oui, en fait, on peut traduire en live l'intégralité de tous nos contenus en japonais, en chinois, en arabe, en anglais. Ça nous augmente. Alors oui, il y a un risque avec les IA. Oui, il y a une zone un petit peu grise, voire même un peu dark sur les IA. Mais alors ça, vous gagnez un temps fou. Moi, j'ai gagné 2 heures. 2 heures par visio. Alors, je ne vous dis pas le temps gagné. C'est assez énorme. Juste pour retranscrire un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Et c'est de plus en plus fiable. C'est-à-dire que derrière, je ne manipule pas l'outil pour me revérifier un petit peu tout mon contenu. TLDV. Alors, vous avez des versions gratuites, comme ça, vous pouvez vous exercer un petit peu. Sur Google Meet, vous verrez, vous avez la transcription texte de votre réunion. Mais par contre, ça ne repère pas les zones chaudes ou les moments les plus importants et vous n'avez pas la fameuse timeline. Et vous avez la possibilité d'enregistrer la visio. Vous avez aussi des équivalents freemium comme Auteur ou Nota. Et si vous avez envie de tester TLDV, vous avez aussi une version gratuite. Donc ça, c'était la deuxième étape pour gagner du temps dans sa vie professionnelle, que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneuse. Dernier outil qui m'a fait aussi gagner des points de vie, le calendrier éditorial automatisé. C'est cadeau, derrière le petit QR code ou derrière le lien, vous avez un masque Notion déjà tout prêt. Avec dedans vos thèmes de publication social media, le format, la plateforme sur laquelle vous devez publier et enfin la date. Et en fait, vous verrez, il y a un petit éclair sur Notion. Si vous êtes déjà utilisatrice de Notion, vous aurez un petit éclair et vous allez pouvoir commencer vos premières automatisations. Même sur Google, quand vous mettez calendrier éditorial automatisé Notion, vous avez des tonnes et des tonnes de templates déjà faits.
Donc, on n'achète plus des outils avec des abonnements ultra coûteux qui nous plombent un peu notre trésorerie. On est maîtresse de ses propres outils et on se les crée. Comme ça, on n'est pas dépendante d'un outil. On le crée de toutes pièces. Comme ça, il est gratuit. C'est ça qui est exceptionnel. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, dans la partie idée, vous rédigez une petite idée qui vous vient à l'esprit. Et comme on a paramétré le Notion avec Make et avec N8N, donc ça, c'est vraiment les outils de no-code qu'on va utiliser pour l'automatisation de notre Notion. En mettant juste l'idée, vous avez paramétré en disant « je dois publier autant de publications par mois sur telle plateforme, avec tel sujet, telle thématique », eh bien, ça va se paramétrer tout seul. Le calendrier saura exactement créer des petites cartes, des petites fiches avec le contenu. On peut même aller plus loin avec Make et N8N lorsqu'on automatise déjà correctement. Vous pouvez même aller plus loin en automatisant carrément la publication sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social d'ailleurs. C'est assez exceptionnel. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Par contre, restons décisionnaires. L'humain, à chaque étape, doit vérifier. Parce que là, sinon, vous avez des IA qui tournent en roue libre et on a des contenus qui sont un peu bas de gamme et un peu tièdes. Eh bien non, vérifiez à chaque étape et soyez encore maîtresse du contenu. Donc ça, c'est formidable. Notion pour des calendriers éditoriaux. Donc c'est à la limite de l'IA, c'est un mélange d'IA et d'automatisation. Et moi, j'adore quand on combine les IA entre elles. Notion plus Make ou Notion plus N8N. Alors là, c'est cocktail Molotov. Là, on éclate un petit peu le game. Donc, voilà un petit peu pour les 3 outils qui m'ont fait gagner un temps considérable. Et enfin, pour la partie, on va dire, chacune d'entre nous, on a des métiers un petit peu différents. Si vous êtes RH, si vous êtes marketing, communication, entrepreneuse, on n'aura pas les mêmes usages de l'IA. Donc voilà, 6 manières d'utiliser l'IA dans votre quotidien et tant d'autres. Donc je vous donne le cas d'usage, là où on perd régulièrement du temps, et un petit peu la réponse, avec une petite notice. Donc, on peut commencer par un pipeline commercial. Nous, pareil, sur Notion, on a intégré un pipeline commercial. On n'achète plus un outil ultra coûteux pour notre CRM. Il est complètement gratuit, on l'a créé de toutes pièces. Et sans forcément beaucoup de compétences. À la base, je ne suis pas développeuse, je suis communicante. Donc, c'est vous dire, on a un arbre des possibles aujourd'hui, on augmente notre employabilité. Donc là, par exemple, dès qu'un lead arrive sur LinkedIn ou sur Calendly, si vous connaissez Calendly, donc voilà, agenda, prise automatique de rendez-vous dans votre agenda, ça va créer une carte à l'intérieur de Notion, mais que vous n'avez pas créée. C'est l'utilisateur, c'est votre client qui va remplir lui-même sa petite fiche. Vous avez son nom, son prénom, son email et son numéro de téléphone déjà intégré automatiquement. Donc déjà, vous évitez le tapage sur votre clavier. On gagne un temps fou. Donc, ça vous crée le contact, envoi de messages personnalisés, les rappels automatiques directement dans Notion. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour automatiser vos candidatures. Pareil, on peut combiner Notion avec N8N, par exemple, ou Make. Eh bien, ça va envoyer vos CV, votre lettre de motivation personnalisée en fonction de votre poste que vous recherchez, l'email, suivi, et tout ça en 2 minutes, top chrono. Attention, à chaque étape, on vérifie bien que l'outil n'est pas en roue libre parce qu'il y a une marge d'erreur de 20% encore sur les IA. Elles sont de meilleure qualité, il y a de moins en moins d'erreurs, mais quand même, s'il vous plaît, vérifiez ça. Et ça va déclencher des relances intelligentes. Donc, super pour l'automatisation des candidatures. Facturation automatisée aussi. Nous avons automatisé tout le process de facturation. Donc, dès qu'un devis est signé, N8N va créer la facture et il va mettre toutes les informations, soit dans un Notion, soit dans un tableau Excel, soit dans un Slack, dans ce que vous voulez. Et du coup, les relances, ça va relancer automatiquement si le client n'a pas répondu à 30 jours, à 45 jours, à 60 jours. Donc, ce n'est pas que les relances qui s'automatisent, c'est aussi les paiements. Quand on a des petits problèmes de trésorerie, au moins, vous ne passez pas votre temps à appeler les gens au téléphone ou à leur envoyer des emails en one-to-one. Non, ça se fait en automatique et pendant ce temps-là, vous gagnez un temps fou considérable pour ce qui a vraiment de la valeur. Les notes de frais intelligentes aussi, pareil, avec N8N ou avec Make. On prend une photo, ça va se traiter, ça va se classer automatiquement, quasiment sans vous.
Et les derniers petits usages, le parcours collaborateur, bien sûr, il peut s'automatiser. Donc ça, on va remplir un formulaire sur Typeform, par exemple. Ça va se remplir automatiquement. Vous mettez ça sur N8N et ça va créer un petit peu tout l'écosystème dont vous avez besoin pour le parcours collaborateur. Donc avec Google Workspace, donc voilà, moi j'adore, c'est quand on connecte les outils entre eux, c'est là la force de l'IA. Eh bien, ça va ajouter les bons drives, envoyer le livret d'accueil, créer les accès internes. Ça facilite le parcours collaborateur, mais surtout, ça l'homogénéise. Comme ça, tout le monde a un peu la même expérience. Dernière chose, bien sûr qu'on automatise notre suivi de performance social media. Oui, on a des outils tierces qui sont géniaux. On les connaît tous. Mais ils sont coûteux. Ils nous coûtent cher. Créez-les. Vous n'avez plus d'abonnement à payer à coût de 20 € ou 180 € par mois. Non, ça devient gratuit. Et vous devenez propriétaire. Parce que des fois, on subit un petit peu les tableaux et on est dépendant, en fin de compte, des données que les outils nous donnent. Et des fois, ils ne nous concernent pas. Donc, vous avez des indicateurs clés de performance avec des tableaux ultra complexes, avec une vingtaine d'indicateurs. Et vous n'utilisez pas tout. Enfin, franchement, il faut être honnête. Là, vous allez créer vos propres tableaux. Et vous pouvez récupérer automatiquement toutes les données sur Meta, LinkedIn, TikTok et créer des petits tableaux de bord. Et ça se fait aussi sur Notion. Voilà un petit peu pour les cas d'usage. Si vous voulez le support de présentation, pas de souci. Vous me demandez en message sur LinkedIn et vous me dites, voilà, je voudrais la petite présentation. Je vous l'enverrai avec plaisir dans les 24-48 heures. Voilà. Merci, Émeraude. Alors, il reste un petit peu de temps, si vous avez des questions. Juste avant, je vais vous donner une petite astuce aussi pour celles qui cherchent du travail. Il faut savoir qu'en fait, les ressources humaines utilisent aussi l'IA pour les CV parce qu'il y a énormément de CV quand il y a un poste qui est affiché. Donc, vous allez faire votre CV et à un moment donné, comme il n'y a pas forcément beaucoup de place et que vous ne pouvez pas tout mettre, vous allez reprendre des éléments de l'annonce, vous allez les mettre dans des zones blanches, dans les zones disponibles du CV et vous allez les écrire en blanc, blanc sur fond blanc. Vous les transformez en PDF et comme c'est un outil qui va chercher le contenu dans votre CV a peut-être des chances de ressortir et au moins d'avoir l'entretien. Je ne vous garantis pas d'avoir le job, hein, mais au moins c'est de passer la barrière de l'entretien. Je ne sais pas si on a encore des petites astuces. Oui, alors moi je voulais juste vous parler aussi d'un programme qui est un programme européen qui s'appelle l'EDIH. La Chambre est partenaire de ce programme. Si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent sur des sujets d'IA, de cybersécurité ou de RGPD, vous pouvez me contacter ou contacter la CCI et on pourra, à travers ce programme, vous accompagner. Voilà. Alors, est-ce que là, on va laisser le temps pour les questions. Est-ce que vous avez des... Oui? Ah oui, d'accord, il y a... Moi, j'ai une question pour les droits d'auteur, que ce soit texte, musique. Voilà, merci. Images et vidéos, en effet. Ouais. Énorme vide juridique aujourd'hui. L'IA n'invente pas, ne crée pas, elle ne fait que agréger les contenus. Donc oui, il y a un vrai souci. Il y a eu cette mode à un moment donné, Studio Ghibli, générer une image, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, les IA, maintenant, ça devient interdit. On ne peut plus utiliser tout ce qui est licence. Disney, Pixar, Harry Potter, Studio Ghibli. Mais malheureusement, lorsque vous demandez un bonhomme en pâte à modeler, il est un peu en 3 dimensions, un peu à la mode Pixar, parce que ça va vers la moyenne des recherches. Et comme la moyenne des recherches va plutôt vers les licences, donc en effet, gros vide juridique. Après, voilà, je pense qu'on est, voilà, en tant que communicant, professionnel, on sait faire la part des choses. On retravaille un petit peu. Typiquement, Claude, par exemple, rédige beaucoup mieux que ChatGPT. Et plus vous allez prompter, comme le disait Frédéric tout à l'heure, plus vous aurez quelque chose de propriétaire. Donc, il ne faut pas forcément laisser les IA en roue libre, hein, parce qu'elles vont vers la moyenne. Et la moyenne n'a peut-être pas raison. Vous voyez ? Alors, il y a en fait des sujets sur lesquels les acteurs de la régulation travaillent et même les big tech, c'est de mettre un filigrane, en fait, quelque chose dans le code qui fait qu'on va reconnaître que ça a été produit par une IA. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous faites des productions liées à l'IA et que vous les publiez sur les réseaux
ou n'importe où, sur les supports de com, il faut mentionner que ça a été produit par l'IA. Il faut savoir maintenant que sur les réseaux sociaux, il y a quasiment la moitié du contenu qui est créé par l'IA. Les posts LinkedIn, TikTok, Instagram, en fait, on consomme des contenus qui ont été générés au final par une machine. Donc, pour vous distinguer, il faut garder votre compétence et votre expertise et pouvoir proposer en fait vos créations. Mais c'est vrai qu'il y a un débat et dans toute innovation, parce que comme dit Schumpeter, c'est une innovation créatrice et destructrice. Dans toute innovation, au démarrage, il y a un vide juridique sur lequel il faut quand même s'engouffrer dans l'utilisation. Et après, il y a la régulation. On dit en fait les États-Unis créent, les Chinois copient et les Européens régulent. Oui. Moi, c'est par rapport à la question de la confidentialité des données qu'on confie à l'IA. Je pense qu'on en a tous un peu peur. Si vous pouvez un peu préciser, parce qu'en effet, on confie beaucoup de choses à l'IA, que ce soit à la fois personnelles ou des données d'entreprise. Question de la régulation de ces données pour les entreprises et à titre personnel. Voilà. Alors en fait, en Europe, on a l'IA Act, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre des données dans l'IA ou même sur Internet, où vous utilisez une application Strava pour courir, les données sont réutilisées parce qu'en fait, les données, c'est une matière première. On appelle ça, big data, c'est le nouveau pétrole. Il prend de la valeur plus on l'exploite. Euh, dans les entreprises, on met, enfin, c'est résumé, mais on va mettre des IA internes. Et en fait, ça va être à l'inverse d'avant où on avait un poste dans l'entreprise qui était connecté à Internet. Ben maintenant, on va avoir un poste qui va être connecté à un serveur local et on mettra toutes les données de l'entreprise. Et celui-là, il sera vraiment dans la recherche, exploiter les données de l'entreprise sur des aspects financiers, RH, mais il ne sera pas du tout connecté à Internet. Donc là, c'est mettre des IA internalisés, des RAG. Il faut choisir en fait entre confidentialité et puissance. ChatGPT, pourquoi est-il aussi puissant? C'est parce qu'on est tous connectés dessus. Donc il est puissant, rapide, plutôt fiable, mais malheureusement, tout ce que vous mettez dans ChatGPT n'est pas confidentiel. Ne mettez jamais des données privées sur vous. D'ailleurs, il y a eu une fuite de données, c'était le mois dernier. Eh bien, typiquement, on mettait le nom d'une personne et on retrouvait ses problèmes psy, etc. Donc, vraiment, faites attention. Autre chose aussi, typiquement, Mistral, le chat, a moins d'existence. Il est plus récent, c'est une IA un peu plus récente, moins d'utilisateurs aussi, donc moins de données, donc moins rapide, moins juste. Donc c'est ça qui est complexe aujourd'hui. Mais on n'est qu'au balbutiement. Vous imaginez, ChatGPT a 3 ans d'existence. C'est que le début. Donc, à nous de créer des chartes d'usage. Nous, par exemple, en tant que Presta, on travaille pour des entreprises, dans le B2B notamment. Ils nous interdisent de mettre des informations. On a signé une charte. OK, on a le droit d'utiliser certaines IA et encore celles qui nous autorisent, mais dans un usage quand même modéré. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de mettre à l'intérieur, de l'IA. Typiquement, des noms de personnes, le nom de l'entreprise, s'ils nous ont interdit. Donc oui, pour éviter d'avoir une sorte d'historique un petit peu parasite autour de ces entreprises, au cas où si un jour il y a une fuite. J'ai une question par rapport à la formation. Quand on est en recherche d'emploi et qu'on n'a jamais travaillé avec cet outil de l'intelligence artificielle, quelle nature de formation vous conseillez pour ne pas passer à côté du train qui est en marche? Tous les deux, on donne de l'information, enfin à travers nos organismes. Je vais laisser Émeraude en parler. Je pense que la priorité serait les 2 points de l'IA. On parle beaucoup d'IA générative, donc bien prompter, ChatGPT, générer ses premières images, ses premières vidéos, ses premiers textes. Mais je pense qu'il faudrait aussi vous former, c'est aux IA, aux agents. Créer ses premiers agents, créer ses premières automatisations, se former aussi au no-code. C'est, comme on le disait en préambule, c'est là où on vous attend, c'est là où les compétences sont clés. Donc c'est génial, hein, de créer, ces petits prompts et cetera, mais c'est un petit peu convenu. C'est des compétences qui étaient on les découvrait il y a 3 ans. En 2026, on va être un petit peu plus précis. On en attend davantage, en fait, des gens sur l'IA.
Aujourd'hui, prompter, tout le monde sait le faire. Les agents, vous voyez ce que c'est? Non? Bon alors en fait, les agents, c'est, dans les versions payantes, des IA, c'est que vous allez, créer, plusieurs agents dans une entreprise, l'agent, commercial, l'agent administratif, financier, et vous créez un profil et en fait, les questions que vous allez lui poser, vous avez plus besoin de remettre un prompt avec, la description de votre poste. Ça va être, comme si vous travailliez, avec un collègue, du commercial, un collègue de la finance. Donc chaque agent est configuré et plus il est configuré avec des informations très précises, plus les réponses seront, pertinentes. ChatGPT, c'est un incontournable, hein. C'est là où les agents sont plus fluides, plus rapides, parce que, comme on disait, il y a la donnée. Pour la partie, si vous voulez créer du texte, créer un agent qui soit que rédacteur, Claude. Claude est vraiment la référence pour de la rédaction. Il sera un peu plus français, parce que typiquement, ChatGPT, tout est amazing, tout est extraordinaire, tout est essentiel. C'est un peu drama queen, hein, la ChatGPT, hein, si vous ne le paramétrez pas en tout cas. Mais même quand vous le paramétrez, il a tendance à partir sur une manière d'écrire à l'américaine. Il est très Maria Carré. Donc on peut lui dire, on peut le paramétrer en lui disant, s'il te plaît, rédige plus juste, utilise le langage de l'oralité, sois plus simple, sois plus neutre. Ou au contraire, on peut varier les tons. Je pense que typiquement, les IA sont à 1000. Les curseurs c'est 0 ou 1000. Donc soit il sera très drama queen, soit il sera très professionnel et très sérieux, tiré à quatre épingles. Alors que je pense que c'est dans la nuance que se trouve la vérité. Donc les IA, c'est soit tout blanc, soit tout noir, alors que je pense qu'il faut ramener une petite zone de gris. Donc Claude est très bon pour ça, pour apporter un peu plus de nuances. Mais je pense, alors quand on parlait de sécurité, je reviens là-dessus. En fait, il n'y a pas une IA meilleure qu'une autre, ça dépend juste de vos usages. Faut pas toutes les maîtriser parce qu'il y a des milliers d'IA qui existent. Il faut juste choisir les bonnes selon nos irritants métiers. Donc c'est là que c'est important en fait d'avoir un travail réflectif avant d'aller sur la partie technique et se dire OK, où est-ce que je perds du temps? C'est où que vraiment je fais des tâches du quotidien que je déteste. Moi, c'est la partie administrative, comme beaucoup de gens. Eh bien, j'ai gagné une journée par semaine, rien qu'en automatisant tous mes contenus. Donc voilà, c'est pas quelle IA est meilleure qu'une autre. Ça dépend de vos usages métiers. Mais sinon, il faut en retenir que quelques-unes. Mistral, Cocorico, c'est la française. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez des IA françaises avec une gouvernance française, un peu plus éthique, si on était tous à utiliser Mistral, il serait un peu plus puissant. Donc Mistral, très bien. Claude pour le rédactionnel. ChatGPT, c'est un peu fourre-tout, il sait tout faire, mais pas à la perfection. Si vous lui demandez de générer une image, ce ne sera pas le meilleur. Pour générer des images, vidéos, FreePic, Midjourney, ça c'est vraiment l'idéal. Gamma pour... alors, il n'est pas bon dans la création visuelle de vos PowerPoint. Si vous êtes à cheval sur la partie corporate de vos visuels, vous allez être un petit peu déçu. Par contre, comme l'a présenté Frédéric, pour la partie découpage, vous mettez tout votre prompt, tout le script de ce que vous alliez dire à l'oral à vos dirigeants ou à votre client. Il va vous faire le découpage parfait, avec les visuels parfaits. Il n'y a plus qu'à modifier un petit peu les couleurs, histoire de... Mais si vous exportez votre gamma et vous le mettez dans Canva, vous pouvez faire vos petites modifications comme ça. Donc, encore une fois, c'est dans la connexion des IA entre elles que là, on arrive à maximiser leur surpuissance, quoi, qu'on arrive à exploiter leur capacité. Mais il n'y a pas encore d'outil magique. C'est pas un outil magique. C'est ça le problème. C'est pas c'est pas un bouton magique qu'on va utiliser et qui va nous résoudre tous nos problèmes. Non. Ayez en tête, d'abord, on réfléchit d'un point de vue stratégique, on réfléchit un peu nos irritants métiers, nos usages. Et là, on essaye d'avoir une réponse IA adaptée. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile de le faire. Alors, vous pouvez tester. Alors, sur les versions gratuites, si vous voulez vraiment expérimenter, ChatGPT a ouvert les agents. Donc, en fait, il faut créer un projet. Sur ChatGPT, vous avez des projets. Donc, il ne faut pas écrire des prompts. Il faut créer un projet. Et en fait, dans les 3 petits points, vous verrez, vous aurez 3 petits points en haut à droite. Vous avez instruction.
Et c'est là qu'on met le méga prompt. Le méga prompt, c'est ce qui va être dans la durabilité de votre projet. Moi, j'aime bien créer un projet par client, par exemple. Donc là, j'ai créé des doubles digitaux. Avant, j'étais experte en ghostwriting, en crise sur les réseaux sociaux. Donc en fait, pour mes différentes personnalités à gérer sur les réseaux sociaux, donc je rédige à la place des gens. Et du coup, je crée des doubles digitaux. Et dans mon méga prompt, donc dans les instructions de ChatGPT, je mets bien la personnalité, son vocabulaire, sa grammaire, qui elle est. Je vais enrichir aussi avec des fichiers en mettant toutes ces interviews depuis 4 ans, toutes ces interviews, toutes ces vidéos, tous ces podcasts. Et je vais même demander à ChatGPT, peux-tu me dire comment parle cette personne? Et tout ça, c'est dans le méga prompt. Tout ça, c'est dans les instructions. Donc, c'est une sorte de mini-agent quand même gratuit que vous pourriez utiliser. C'est juste qu'à un moment donné, quand vous utilisez trop ChatGPT, vous êtes bloqué. Mais déjà, ça peut vous offrir, voilà, pour expérimenter un petit peu, ça peut être intéressant. Et n'oubliez pas l'automatisation. N8N, Make. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et Donc ça, c'est des outils no-code. Power Automate dans la suite Microsoft. C'est l'équivalent d'automatisation pour Microsoft. Pour les IA, après, il y a des IA quasiment pour tout. Donc, à un moment donné, si vous avez une recherche précise, on a une entreprise qui voulait faire un jingle, on est allé sur wondera.ai. Donc, quand vous avez une question très spécifique, vous cherchez l'IA qui pourra correspondre à la question. On va prendre une dernière question, puis après, on va vous libérer peut-être. Oui. Il y avait madame, bon, on va faire. Ah pardon. Oui, bon, on fera les deux. Les deux. D'accord, vite fait. Bon, voilà. Oui, c'est super génial tout ce que j'entends. J'utilise aussi ChatGPT au quotidien et dans le boulot. Cependant, j'ai entendu, sur une radio quelqu'un qui parlait du grand remplacement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il prévoit de supprimer beaucoup de postes, beaucoup de types d'activités, qui seraient remplacées par l'IA et voilà donc comment essayer d'anticiper ça et ne pas moi je suis en conversion et j'ai pas envie de me planter par exemple. Comment anticiper ça et selon vous, quels nouveaux postes pourraient émerger grâce à l'IA? Enfin des postes qui ne seraient peut-être pas remplaçables? Alors, innovation destructrice. Le fait d'être présente, c'est déjà un premier pas, c'est de pouvoir prendre en considération les évolutions technologiques et c'est après que les besoins peuvent naître. Le premier métier, on l'avait dit tout à l'heure, c'était prompt engineer, donc c'était savoir créer des prompts. Il y a une chose qui est très marquante dans l'IA et dans les technologies de l'information, on est arrivé à un niveau d'accélération. Ce qu'on vous dit là, ça va peut-être changer dans la semaine prochaine. Donc en fait, la, les soft skills du digital, c'est avoir de la curiosité et s'adapter. Donc regardez, faites de la veille sur ce qui se passe et pouvoir après s'adapter. Et comme Emeraude dit, il y a des irritants au niveau entreprise, il y a des irritants au niveau personnel. Identifiez les irritants pour après trouver votre solution. Si votre irritant, ça va être justement la veille, automatisez la veille pour pouvoir avoir une longueur ou deux longueurs d'avance. Faut pas penser que c'est le grand remplacement. Ça peut amplifier justement nos connaissances, nos compétences. Faut plutôt le voir par métier, en effet, se dire, comment l'IA va s'intégrer dans mon travail. C'est un immanquable, c'est un peu le passage obligé désormais. Tous les métiers vont être touchés, mais tous. C'est une révolution au même titre que l'électricité, hein, pour certains, donc vraiment, ça bouleverse. Mais il faut pas en avoir peur. C'est comme l'internet, incroyable révolution, mais qui a augmenté nos capacités. Au même titre que les réseaux sociaux, pareil, qui ont changé notre manière de travailler, qui ont été complémentaires des canaux traditionnels, mais qui n'ont pas complètement alors oui, le print a évolué dans une certaine manière, au point de faire disparaître les métiers. Il y a eu quand même un petit temps de latence. Donc, intéressez-vous à l'IA, il faut absolument que ça s'intègre dans vos habitudes de travail, quelle que soit la forme. Donc il n'y a pas un métier plus qu'un autre. C'est vous avez choisi, l'univers RH, communication, marketing et ben, à l'intérieur, l'IA peut s'intégrer dedans. Donc c'est une évolution. Moi, à la base, j'étais, chef de projet dans tout ce qui était agroalimentaire et dans la partie editing, donc dans tout ce qui était print. J'ai évolué, j'étais ghostwriter pour des personnalités politiques, culturelles et du monde économique. Puis j'ai géré des crises sur les réseaux sociaux
Et là, mon métier évolue encore depuis 4 ans avec l'intelligence artificielle et je forme des gens à l'IA. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est à chaque vague technologique, à chaque révolution, surfer sur la vague. Ouais, à la base, je suis historien. Madame, la dernière question, puis Oui, alors, justement, j'aimerais rebondir sur, ce que vous venez de dire à l'instant. Comment intégrer l'IA, dans le monde professionnel et notamment quand on travaille dans le médical où la question de la confidentialité des données données à l'IA, là, on peut enfin, c'est erreur zéro, quoi, ouais. Comment on fait? Alors là, en gratuit, ça va être un peu compliqué. Vous avez des IA médicales qui ont été créées. Donc là, je vous oriente vraiment à vous intéresser à des IA payantes. Parce que plus l'IA sera payante, plus elle sera exigeante. Donc oui, très intéressant de se dire on n'a pas droit à l'erreur. Malheureusement, il va y avoir 2 mondes. Non seulement il va y avoir un monde un peu comme les gens qui maîtrisent l'anglais et les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, il y aura un monde des gens qui maîtrisent l'IA et des gens qui ne maîtrisent pas l'IA. Mais même au-delà de ça, faites très attention. Il y aura les gens qui maîtrisent les IA gratuites et un monde où les gens maîtrisent les IA payantes, qui sont plus performantes, avec des langages plus complexes. Donc c'est un peu terrible parce que les IA reproduisent nos inégalités sociétales. Ce serait génial si les IA étaient démocratiques, mais malheureusement, comme on l'a dit, 88% des données sont générées par des hommes blancs américains plus de 40 ans. Donc c'est compliqué. Donc nos IA ne sont pas démocratiques. Mais on va arriver à un certain changement et je vous oriente vraiment. Enfin, vraiment, il y a des IA médicales qui ont été créées, mais encore une fois, elles sont balbutiantes. Mais oui, il y aura des nouveaux programmes qui vont s'adapter sur les problématiques du médical. Donc, très intéressant à suivre. Mais c'est le début. voilà, Il y avait une question aussi dans le fond, peut-être. non, on doit arrêter. Ah, d'accord, ok, pardon. La conférence arrive à son terme, donc on vous remercie d'être présent. Je remercie Emeraude pour le binôme. Et dernier mot, c'est découvrez l'IA, allez-y, essayez. Il n'y a pas d'erreur, il faut prendre en compte l'innovation. Voilà, merci beaucoup. Merci, Emeraude.